La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, nous ne sommes pas dans le studio. Comme d'habitude, Vincent, un numéro exceptionnel de B2B enregistré à Palexpo pendant le congrès mondial des chambres de commerce organisé cette année à Genève et exceptionnel aussi pour deux autres titres. D'abord, il s'agit de la 100e émission de B2B et nous recevons pour marquer le coup un invité de grande marque puisqu'il s'agit de Peter Brabeck, ancien CEO et président de Nestlé, toujours président honoraire de Nestlé et toujours actif à la présidence du GESDA, c'est l'accélérateur pour la science et la diplomatie de Genève. Donc vous voyez, Vincent, un menu bien chargé. Oui, plusieurs vies en une, c'est ce que l'on ressent lorsque l'on s'intéresse à son parcours. Qu'est-ce qui l'a rendu possible? On va essayer d'en savoir plus. Bonjour Peter Brabeck. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette 100e de l'émission. Nous n'allons pas refaire toute votre biographie car vous en avez déjà bien parlé de votre parcours dans un livre qui est paru aux éditions Favre en 2020, Ascension. Moi, j'avais envie, suite à cette lecture, de m'attarder un peu sur 3 points. Le premier, c'est l'énergie. C'est cette force que vous avez en vous. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous l'aviez ? Selon mes parents, assez tôt, je pense, parce que j'étais déjà assez actif quand j'étais très petite. J'ai commencé les skis à 3 ans et vraiment, j'ai commencé la montagne très tôt avec mes parents et après, à 14 ans, après avec mes copains, etc. Donc, j'étais toujours très actif. Ça faisait partie de mon... À quel moment vous avez pris conscience que vous alliez pouvoir vous reposer sur cette énergie pour avancer dans la vie ? Je ne pense pas qu'il y a un moment, ni la conscience, etc. Parce que c'est une évolution, ce n'est pas quelque chose. Moi, je n'ai jamais pensé dans une carrière comme je l'avais eue, finalement. Ce n'était pas de planifier ou choses comme ça. La plupart de mes actions, même si c'était à l'époque la participation dans la première expédition à l'Hindu Kush, Tiricmir, 7700 mètres, etc., ce n'était pas programmé. Ça s'est donné chaque fois, il avait des opportunités. Et c'est vrai que je suis de ce sens-là un opportuniste. Quand je vois une opportunité, je la prends. Beaucoup de gens, ils voient une opportunité, mais après ils disent mais ça signifie quoi pour moi, etc. Moi, je prends l'opportunité quand elle est là. Et c'est comme ça s'est développé. Vous avez vécu bien des réussites, aussi des moments difficiles. Vous évoquez l'ascension du Tiricmir au Pakistan. Vous avez perdu 2 de vos amis dans cette ascension-là. L'écrivain académicien français Jean d'Ormesson aimait beaucoup cette phrase « Merci pour les roses ». Merci pour les épines, une belle façon de célébrer la vie dans son ensemble, avec ses douleurs et ses moments de joie. Cette phrase, ça vous parle ? Oui, ça me parle beaucoup. Parce que je pense que la vie n'est pas seulement ni la réussite, il a aussi le contraire. Il faut avoir aussi vécu le contraire de la réussite. Et ça... Finalement, ça te fait simplement plus forte et ça te fait aussi profiter des bons moments encore plus intensifs que tu ne les ferais pas si tu n'as pas connu aussi la partie négative. C'est ça. La vie, c'est positif, négatif et on essaie de que la positive est plus importante que la négative. Mais il n'y a pas positif sans négatif. Repartir plus fort, on peut aussi dans la vie parfois ne pas repartir lorsqu'on est face à la maladie ou à des événements. J'étais 2 fois à côté, de l'autre côté, presque de l'autre côté. Une fois quand j'avais le cancer, qui était un cancer qui à ce moment-là n'était pas curable. J'ai eu la chance que j'ai pu entrer dans une étude de phase 2 qui m'a sauvé la vie. Et la deuxième fois, c'était avec le Covid, où j'étais le deuxième patient dans le CHUV et j'étais 12 jours dans la station intensive, etc.
Donc, je connais un petit peu l'autre côté, mais de nouveau, ça me fait encore, quand tu souhaites ça, ça te fait encore vivre la vie encore plus intensive et plus positive de ce qui n'était pas. Vous expliquez qu'à vos yeux, le sommet n'a jamais été un but, ni en montagne, ni dans votre carrière. Et pourtant, ça aurait pu l'être, parce que vous êtes né dans une Autriche meurtrie par les bombardements après la Seconde Guerre mondiale, dans une famille plutôt modeste. Durant votre fulgurante ascension, est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti un sentiment de revanche sur ce que la vie vous a donné, peut-être pour vos premières années? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais très, très heureux avec ma jeunesse, parce que c'est vrai, la ville était bombardée, on n'avait pas beaucoup de choses, mais de l'autre côté, on savait que demain ne peut être que mieux qu'aujourd'hui. Et c'est peut-être un des grands problèmes d'aujourd'hui, surtout pour la jeunesse, qu'ils ont la sensation que demain ne va pas être mieux que ce qu'il était hier. Voilà la manière, disons, de la expectative que tu as. Quand tu sais demain ça va être mieux, tu vis une vie beaucoup plus heureuse que quand tu as une vie que tu penses demain ne va pas être aussi bonne que ce qu'il était hier. Vous seriez né dans les années 2000 Oui, je pense que ça, pour la jeunesse d'aujourd'hui, je pense, même s'il ne dit pas, mais à mon avis, il a un impact sur la mentalité, aussi un impact sur la manière, par exemple, comme il approche le travail. Aujourd'hui, il y a une grande différence avec quand moi j'ai commencé à travailler. Quand moi j'ai commencé à travailler, la vie était la famille et le travail. Aujourd'hui, on parle de work balance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je travaille, je ne vis pas. C'est une aberration complète. Vous pensez donc que la jeunesse se trompe, elle a perdu le sens de ce qui était vraiment important? Non, mais ce qu'il y a, c'est la société qui a fait ça. Il a commencé à mettre le travail comme une chose qui il me permet pas, et c'est un contraint de que je peux vivre. Mais c'est une connerie, excuse-moi. Mais c'est tout le contraire. Le travail, ça fait une partie intégrante et pour moi, c'était toujours la plus importante et la plus importante et intégrante de ma vie. C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai jamais travaillé dans ce sens-là. Okay? Mais si tu commences avec ça, qui dit, tu dois trouver les bonnes life balance. Okay? Ça veut dire que tant que je travaille, je ne vis pas. C'est ça qu'il dit. Okay? Et après, quand je ne travaille pas, après commence ma vie. C'est une aberration. Il y a un deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le point de la confiance en soi. Vous expliquez au début avoir eu des entretiens chez Nestlé, au tout début de votre carrière, où les recruteurs vous estimez pas assez intelligent pour prendre le poste. Vous expliquez dans votre livre comment vous avez réagi face à ça, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que ça, vous ne l'expliquez pas dans le livre. À l'intérieur de vous, face à une réponse, il y a des gens qui vous disent ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours pensé que de faire une carrière, ce n'est pas nécessairement d'avoir un IQ de 130. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent ni rien de l'autre. Mais je pense de l'autre côté, je suis assez intelligent pour poser de bonnes questions. Et pour moi, c'est déjà, si vous avez la capacité de poser de bonnes questions, okay, vous aurez les réponses qui sont nécessaires pour prendre des décisions. C'est ça qu'on a remarqué très vite chez Nestlé, autour de vous, au siège de Vevey, lorsque vous étiez... Non, ils n'ont pas remarqué ça dans le département des ressources humaines. La haute direction. Mais la haute direction. C'est eux qui l'ont remarqué. Que c'était le monsieur ou la madame, la personne. Parce qu'il a vu plus que simplement un coefficient intellectuel ou un examen bien fait ou des psychologues qui ont dit que je ne suis pas adaptable, par exemple. Okay? Mais l'autre, il a eu confiance, il m'a dit « Non, je pense que ce n'est pas ça que je sens. » Et c'est pour ça, moi, un autre problème, à mon avis, aujourd'hui,
Si moi je commence aujourd'hui l'engagement du personnel et je laisse ça à des algorithmes, À l'intelligence artificielle, vous voulez dire? ouais, je ne vais même pas à ces trucs, à aujourd'hui, parce qu'avant le regenerative GPT, etc., il avait les algorithmes qui ont fait les trucs. Mais comment vous voulez que moi j'ai une relation ou une loyauté avec un algorithme? Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la loyauté avec une personne qui m'engage et qui me regarde dans les yeux et me dit moi, j'ai confiance en toi et moi, j'aurai confiance en lui. Ça commence aujourd'hui déjà. Les problèmes de la relation de travail, etc., ça commence avec l'engagement. Ça fait partie des éléments qui, selon vous, font que les jeunes aujourd'hui se disent est-ce que je trouve la bonne balance? Bien sûr, parce que si moi, je sais que je suis engagé par un algorithme, que d'ailleurs, mon travail, c'est des algorithmes, bah, à qui voy tenir? Je n'ai pas une relation. Okay? Parce que pour le moment, on n'a pas une relation avec la machine. Et ça commence, que les gens ils ont des relations avec des machines, mais on n'est pas encore là. Un mot encore brièvement sur la confiance en soi. Il y a un épisode dans votre livre que vous racontez quand vous n'avez pas encore 30 ans, vous êtes au Chili, et il y a une menace de nationalisation des filiales de Nestlé au Chili. Et pourtant, vous allez réussir, vous allez faire front et essayer de convaincre le gouvernement de ne pas le faire. Au-delà de comment vous y arrivez, comment est-ce qu'on est si jeune, on a confiance en soi pour oser dire non, il faut trouver une autre solution? Comment est-ce que vous vous êtes pris? Bah, si vous faites rien, ce n'est pas une solution. Donc, la manière, c'est réfléchir comment je peux éviter ou retarder. Okay? La seule manière, c'est que quand vous gagnez le cœur de votre employé. Parce que si ce sont les employés qui ont voté pour le gouvernement, okay? Mais si eux et les syndicats, ils disent au gouvernement, écoutez, cette compagnie, non, parce qu'ils nous traitent bien, parce qu'on a de bonnes relations, etc. C'est la seule manière que vous pouvez éviter une nationalisation. C'est un jeu politique. Le problème est un petit peu le même parce que vous n'aviez même pas 30 ans, vous étiez dans un pays qui n'était pas le vôtre. Apparemment, je pouvais m'adapter. Ouais. Ce que les psychologues en Suisse pensaient que je ne suis pas capable. Il faut arrêter avec les ressources humaines dans les entreprises. Dernière partie, Peter Brabeck, l'indépendance. Dans votre livre, vous écriviez qu'à 17 ans, premier petit travail, vous vous retrouviez à diriger une station-service. Ouais. Et vous dites, seul sur place, libre et heureux. Vous poursuivez, l'indépendance a toujours guidé ma vie, mais l'indépendance dans quel sens? Parce que si on passe de la station-service à Nestlé, avec plus de 300 000 salariés, on a toujours cette indépendance? Non, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit aussi que chez Nestlé, mon temps le plus heureux que j'avais, c'était quand j'étais vendeur de glace avec mon camion. Parce que là, j'avais l'indépendance. Okay? Je savais que je dois visiter 40 clientes par jour, mais de la manière comme je l'ai fait, j'avais l'indépendance. Okay? Plus haut que tu viennes, évidemment, tu deviens de plus en plus dépendante des autres, des structures, etc. Mais comment vous avez conjugué, vous qui aimez l'indépendance, ce besoin d'indépendance avec ce rôle de CEO? J'ai essayé de me créer un espace, toujours, où je peux faire des choses que peut-être normalement on ne les fait pas. Quand j'ai créé comme chef marketing au Chili un programme de télévision qui est devenu le plus fameux programme de télévision à cette époque-là, on avait 75% de la population à regarder les programmes. J'ai pris cette liberté. Okay? Et j'ai fait ce que peut-être normalement on ne le fait pas. Donc j'ai toujours cherché de trouver l'espace, parce qu'il y a toujours un espace. Même dans le service militaire, il y a un petit espace. Il est très limité, mais il y a un espace. Okay? Parce que vous pouvez, par exemple, parler des services militaires, qui était la partie la plus je dirais, limitée dans l'espace. J'ai trouvé l'espace quand je suis devenu, je m'ai offert de ser le serviteur des lieutenants de la cantine des lieutenants. Okay?
Et ça, déjà, ça te fait une autre relation avec tes chefs. Okay? Donc, tu trouves toujours, dans toute structure, tu trouves un moment où tu peux faire un petit peu ta place pour toi. C'est ça. Mais évidemment, il n'est pas comparable quand tu es ton propre entrepreneur. Dans cette deuxième partie de l'émission, Peter Brabeck, on va parler du monde de l'entreprise davantage. C'est la 100e de B2B où on reçoit chaque semaine des entrepreneurs et qui nous livrent leur vision de l'entrepreneuriat. Vous avez parlé tout à l'heure au Congrès des chambres de commerce de l'importance du multilatéralisme, de l'inclusion et du rôle des entreprises privées dans le bien-être finalement mondial. Mais j'aimerais vous entendre sur vraiment la vision pour vous de l'entreprise. Il y a l'école un peu de Milton Friedman, c'est la maximisation du profit pour l'actionnaire, c'est ce qui servira au mieux la société dans son ensemble. Ou bien il y a celle qui est de dire non, il faut que les entreprises fassent attention à une sorte de mission de paix sociale. Vous évoquiez les travailleurs au Chili, de bien prendre soin d'eux. Vous vous ranchez de quel côté finalement Nestlé, c'était maximiser la valeur, les dividendes pour les actionnaires. On doit choisir entre les deux. Comment vous voyez cela? Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a à peu près maintenant 15 ans, à Davos, il avait la première fois publiquement une grande discussion sur la corporate social responsibility, la responsabilité sociale de l'entreprise. Okay? Et pendant 5 jours, tout le monde a discuté, nous devrons retourner à la société, ce qui nous, etc. Et au 5e jour, je me levais, j'ai dit, mais écoutez, je suis désolé, moi, je n'ai rien à retourner à la société parce que moi, je n'ai pas volé à la société. Moi, j'ai créé des valeurs à travers mes activités, tant pour l'actionnariat comme pour la société, pour le personnel, pour les simples. J'ai payé des impôts, j'ai créé des postes de travail, j'ai formé des trucs, etc. Donc, j'ai développé à ce moment-là le concept de la création de valeurs partagées, creating shared value, qui après est devenu une chose internationale. Il était pris par Michael Porter de Harvard University et après c'est devenu un concept. Moi, je suis, par exemple, actuellement, on est de nouveau dans un extrême que moi, je ne pense pas qu'il est bon. Aujourd'hui, on a la sensation que les ESG, c'est la seule chose qui devrait être dans la tête des entrepreneurs. Et donc, il y a les rapports sur les ESG dans un rapport ESG, c'est tout ce qui est environnement, social et gouvernance. Merci. Donc, si vous regardez aujourd'hui, il y a 100 pages sur ESG, il y a 30 pages sur les résultats financiers. Moi, je trouve que ce n'est pas correct non plus. Okay? Moi, je trouve que les chemins les corrects, c'est que quand tu prends une décision sur ton entreprise, tu considères qu'est-ce que c'est l'impact financier et qu'est-ce que c'est l'impact social. Et valorise l'impact social et regarde s'il y a un bon équilibre entre les deux. Okay? Mais d'ici que maintenant, on devrait avoir les bonus du management seulement basés sur les aspects sociaux et environnementaux, je trouve que c'est absolument c'est absurde. Une question difficile qu'affrontent les entreprises dans le cas d'un conflit, et celui en Ukraine en est un, c'est que faire? Rester en Russie ou en sortir? Vous êtes président honoraire de Nestlé, mais je précise pour tous les auditeurs que vous n'êtes plus aux commandes de Nestlé. L'entreprise a réduit ses activités, mais elle maintient une partie de ses activités en Russie pour, dit-elle, alimenter la population russe. Quand on est à la tête d'un grand groupe comme cela, comment est-ce qu'on prend ce genre de décision? Parce que c'est forcément compliqué, il y a beaucoup de pression. Que vont dire mes actionnaires? Que diront les employés? Que diront les clients? Évidemment, il y a beaucoup de pression, mais ça, c'est le moment où vous savez, soit vous êtes un leader ou vous n'êtes pas un leader. Moi, j'étais toujours, et pas seulement ici, maintenant, dans le cas de l'Ukraine, j'étais toujours contre l'utilisation de l'alimentation de la population comme une arme de guerre, parce que finalement, c'est ça. Okay? Il est perçu par la population comme une arme de guerre.
Moi, je m'ai opposé, je me rappelle, quand George W. Bush il avait déclaré l'axe de l'evil, L'axe du mal. Hein. l'axe du mal, Syrie, Iran et Irak. À ce moment-là, moi, j'ai construit une usine en Syrie, 2 usines en Iran. Okay? Parce que pour moi, la population a les droits, le minimum droit des droits humains, c'est qu'ils ont accès à la nourriture. Okay? Et que d'un côté, si nous défendons les droits humains, et l'autre côté dit, mais tu ne dois pas les donner à manger. Mais vous voyez, c'est de nouveau une politique que moi, je ne comprends pas. Moi, je suis absolument contre, et je l'ai dit mais publiquement ici. Oui, j'allais le dire tout à l'heure à la conférence, vous l'avez dit, il faudrait réintégrer les Russes, les scientifiques russes, les artistes bien russes sûr, dans les cercles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mettez-vous une fois dans l'autre position. Okay? Vous êtes un artiste russe. Okay? Il est fait parce que votre gouvernement, qui n'est pas nécessairement pour ceux que j'ai voté, ou etc., où je suis d'accord, parce que mon gouvernement a fait un acte hostile, moi, je n'ai plus le droit de venir dans un autre pays. Ce que vous provoquez, c'est une haine de la population contre ceux qui font CD. Les développements scientifiques sont les Russes. Ce n'est pas la même chose qu'avec. Okay? Et aujourd'hui, on les élimine, pour moi. Et vous voyez bien la difficulté de collaborer avec un État qu'on agresse un autre. Mais qui n'agresse pas un autre? Si vous êtes de l'autre côté, en Russie, et vous faites des sanctions, ce n'est pas une agression? C'est perçu une comme réponse une à une agression. Voilà, donc on va répondre à ci, répondre à ça. Mais ça ne construit pas. Et à mon avis, on ne devrait jamais inclure ni l'art, ni la science dans ces sanctions. Donc, c'est d'autres sanctions. Il ne faut pas rien faire, vous dites, mais pas celle-ci. OK, que j'ai fait une sanction que je ne veux pas acheter le pétrole ou le gaz. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais pas nourriture, culture et science. Ça, c'est les trois choses qui, à mon avis, ne devraient pas être. Parce qu'ils font plus de mal qu'ils font de bien. Là, on parle de la Russie, mais les pressions sur les grands groupes, elles peuvent venir aussi de l'extérieur, les États-Unis, l'Europe, par exemple. Ces pressions, elles sont bien réelles? Et ils sont absolument là. Quand vous construisez en Irak, quand les Américains viennent de déclarer qu'est-ce que les Américains vous disent? Non, les Américains, à cette époque-là, il avait 7 États qui nous ont boycottés, les produits Nestlé, aux États-Unis, quand on a fait la usine en Syrie. Ben voilà. Donc là, il y a une tension avec les actionnaires qui vont vous dire, mais on perd un marché possible. Oui, mais je suis désolé. Okay? Et quand on ne s'est pas retiré d'Afrique du Sud, à l'époque, okay? De l'apartheid. Exactement, apartheid, okay? Pour la même argumentation. Et quand j'ai eu, après le temps de parler avec Mandela, quand il était président, et je lui ai demandé, je lui ai dit, dites-moi maintenant, est-ce que j'étais bien ou j'étais mal? Il m'a dit, politiquement, vous n'étiez pas bien. Mais on est très content que vous êtes resté. Okay? Parce que qu'est-ce que c'est les conséquences? Qu'est-ce qu'on veut avec si on se retire? Qu'est-ce que c'est les conséquences? Que les gens ne savent pas à manger? C'est ça qu'on veut? Évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Le temps passe vite. Quelques mots avant de conclure cette deuxième partie sur le GESDA. Le GESDA, c'est l'accélérateur pour la science et la diplomatie de Genève. Vous en êtes le président. Il a été créé en 2019 par la Confédération et le gouvernement genevois. Son but, si j'ose résumer, c'est utiliser la science comme instrument de diplomatie pour anticiper les enjeux de demain. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de ce que le GESDA a réalisé depuis sa création? Tout d'abord, GESDA a été créé il y a 3 ans. Ça n'existait pas avant. Et GESDA n'était qu'une préoccupation du gouvernement suisse, qu'il a vu que les institutions multilatérales et la Genève internationale étaient passées sur le passé, okay, créées il y a 150 ans, 70 ans. Les institutions de Bretton Woods de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Et qui se demandait, mais est-ce que ces institutions sont là en un avenir
Ou est-ce qu'on a besoin des autres institutions multilatérales que le gouvernement suisse veut avoir en Suisse et veut avoir en Genève? Et pour décider ça, ou pour voir si ça existe, l'idée c'était, mais on fait l'anticipation pour voir qu'est-ce qui va arriver dans 5, 10, 25 ans, pour voir quelles sont ces institutions multilatérales qu'on aura besoin dans cet avenir. Okay? Ça, c'est l'anticipation. Et c'est ça qu'on fait. Ce qu'on fait, on demande 4000 scientifiques dans le monde entier qui nous racontent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans les laboratoires. Après, on leur demande qu'est-ce que vous croyez, vous, que votre invention il va avoir un impact dans les prochains 5 ans, 10 ans, 25 ans. Et après, on discute ça avec les politiciens et les diplomates pour voir quelles sont les conditions et peut-être créer une institution. Et la première institution qu'on a annoncée qui va créer va ser un Open Quantum Institute pour assurer que dans 10 ans, quand la technologie il sera... Nouvelle technologie informatique beaucoup plus puissante que les ordinateurs actuels. Qui va changer, à mon avis, autant que l'Internet aujourd'hui, ou peut-être... L'ordinateur quantique sera autant une révolution que le web. Peut-être, ok. Et qu'aujourd'hui, on discute comment on va les réglementer, comment on va assurer qu'il y ait un accès à tout le monde, et pas seulement à les 3 compagnies, ou les 3 pays, les 4 compagnies, qui aujourd'hui, ils sont tous les investissements et qui sont tous les know-how. On est un petit peu en retard. Dernière rapide question. ChatGPT, vous l'avez évoqué pendant la conférence. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut qu'on le contrôle, qu'on le laisse faire? De quoi? ChatGPT, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait avec? De toute façon, ce que nous voulons, nous voulons, c'est déjà un fait, c'est fait. Okay? Et il y a ce qu'on peut essayer de régler de la même manière comme on était discuté sur digital, il faut régler, on a créé des institutions pour régler les digital things, etc. Bon, en parallèle, ChatGPT s'est développé, personne ne s'est rendu compte. Et quand c'était là, maintenant on court derrière. Okay? Ça va se développer. Mais ce n'est pas seulement dans ce thème-là. La même chose, c'est dans l'affaire de l'augmentation humaine. La réalité, elle est déjà beaucoup plus loin de ce qu'aujourd'hui on pense. Okay? Donc, tu ne peux pas arrêter. Ça c'est impossible. Une question pour vous, Peter Brabeck, l'amateur d'Harley-Davidson que vous êtes. Dans le futur, une mobilité complètement autonome ou encore un humain derrière le volant, le guidon? Moi, je peux m'imaginer que surtout les voitures qui vont être autonomes, je pense que c'est déjà possible et je pense que ça va être bien parce que ça va diminuer la quantité d'accidents. Les avions aussi, l'aéronautique, rapidement? Ils sont aujourd'hui les drones. Dans les sociétés militaires, des avions, ils volent tous sans pilote. Okay? Toujours dans la série Le futur, comment sera le futur? Si on prend un exemple au cinéma, 2 films très différents. Retour vers le futur, Back to the Future. Je suis sûr que vous avez vu ces épisodes, ces 3 films de Robert Zemeckis, dans lesquels tout finit bien. Et à l'inverse, un film de Lars von Trier qui s'appelle Mélancolia, où là, une planète vient entrer en collision avec la planète Terre. Votre vision du futur, c'est toujours optimiste? Ah oui, moi je suis optimiste parce que je vois que la technologie, si il est bien encadré, il donne nous des opportunités qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Donc, à mon avis, si on me dit, est-ce qu'on peut nourrir les 10 milliards? Oui, mais il faut changer. Pas la manière comme on a fait jusqu'à maintenant. Est-ce que l'économie peut croître? Oui, mais pas de la manière comme on a aujourd'hui. Donc, c'est simplement l'adaptation à les nouvelles réalités. Mais je pense qu'on va vivre mieux dans l'avenir, au moins une grande partie de l'humanité.
Alors, une question sur l'eau. Vous vous êtes engagé pour préserver l'eau sur la planète, redoutant de futures guerres de territoires autour de l'eau. Est-ce que la situation rapidement s'améliore ou se détériore? Se détériore, ça va pire. Il y a maintenant plus de 15 ans que j'avais attiré l'attention sur l'eau. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qu'il parle? C'est le problème, c'est le climat. Et j'ai dit, ouais, je suis désolé, mais je pense que l'eau, ça va être plus urgente et plus grave. Et voilà, malheureusement, on est là. Les déficits, il y a 15 ans, les déficits étaient 20% par année. 10 ans après, c'était 30%. Et maintenant, on va à 40% des déficits. Et ce déficit se va refléter dans il n'a pas assez d'eau pour l'agriculture. On aura déjà, on les commence à sentir. Il n'a pas les ressources qui sont du passé, qui sont les underground waters, etc. Elles sont épuisées. Ça aura un impact. Et pour terminer en quelques mots juste, votre futur dans les 2 prochaines semaines, tout votre agenda est complètement planifié ou vous laissez encore une place à l'opportunité qui peut se présenter? Bah là, les deux choses sont claires. L'agenda, il est pas seulement pour les 2 semaines, il est basiquement jusqu'à 1 an, il est plein. Mais quand l'opportunité arrive, on a toujours la flexibilité de la prendre et de faire. Merci. Libérer ce petit espace dont vous parliez. Exactement, il a toujours le petit espace. Merci beaucoup, Peter Brabeck, d'avoir répondu présent. Merci à vous pour cette 100e de B2B. Merci. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.